Depuis plus de 2 siècles, ils réagissent aux alarmes. Ils répondent aux appels au secours. Chaque jour, depuis plus de 2 siècles, ils font face aux souffrances. Ils traversent les pages dramatiques de l'histoire de Paris. Les Parisiens ont besoin d'eux, alors ils s'habillent, s'équipent, montent dans leur camion et s'élancent sans compter, sans attendre aucune loi. Toutes sirènes hurlantes, ils foncent vers les tragédies qui écrivent leur histoire. En 2 siècles, Paris et sa banlieue se sont transformés. Alors ils ont aidé à penser l'espace public et ses règles de sécurité. Ils surveillent chaque gratte-ciel, chaque école, chaque monument historique, réagissent à notre détresse lorsque plus rien ne nous protège. Ce sont 8500 hommes et femmes qui font de la devise de la brigade une réalité, prêts à donner leur vie, mais aussi à assister aux scènes les plus violentes, s'engager à sacrifier une partie de soi, humblement garder dans les yeux les marques indélébiles des drames de Paris. En 1972 aura lieu le plus gros incendie qu'avait connu Paris intramuros depuis 25 ans. L'incendie du drugstore Publicis situé face à l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. C'est un spectacle extraordinaire pour le public, hein, parce que ça brûle avec des très belles flammes, bien rouges, c'est bien ventilé, si on peut dire. Le gars qui n'est pas au courant, il pense qu'on tourne un film presque, tellement c'est bien réussi. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. On est en 1972, à la croisée des très chics 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris. Le drugstore est le point de ralliement des minets des beaux quartiers. Ici, on mange des hamburgers, on écoute de la musique américaine, on drague. 24 heures sur 24. Francis Apestegui est alors un tout jeune photographe. Ce 27 septembre, il invite sa copine à dîner au restaurant du drugstore. Quand nous nous sommes mis à table, j'ai tout de suite vu que tout était en bois. J'ai fait une réflexion à ma copine de l'époque, avec qui j'étais. Si ça brûle ici, ça va aller très vite. Et un quart d'heure après, c'était empli de fumée, tout le monde sortait, plus ou moins en se dépêchant. Il n'y avait pas de panique, mais on n'y voyait plus rien. Il est 22h40. Les sous-sols de l'immeuble mythique s'embrasent. C'est un feu qui s'est développé très rapidement, puisque c'est un immeuble haussmannien, je crois, avec beaucoup de cours, de puits de lumière, de courettes, de cages d'escalier. Donc un feu qui avait tous les moyens disponibles pour se développer dans les étages. Moi, quand je suis arrivé, je me souviens que la place de l'Étoile était totalement paralysée par des automobilistes qui étaient carrément descendus de leur voiture, qui étaient assis sur leur capot et qui regardaient Publicis brûler. Le 18 existe depuis le début des années 30. Les Français le connaissent, mais ce jour-là, chacun pense que les pompiers ont forcément déjà été prévenus. Alors, pendant 17 longues minutes, tout le monde regarde l'immeuble brûler, sans appeler. On a reçu 5 appels, avec 100 000 personnes, et puis tout le monde a cru que les sapeurs-pompiers étaient arrivés un quart d'heure après. Les pompiers reçoivent le premier appel à 22h57. Ils mettront 5 minutes à se rendre au 30 de la rue Vernet. C'est là qu'ils doivent d'abord attaquer le feu. Mais ils sont derrière les Champs-Élysées, cachés de la vue des badauds qui s'impatientent. Et effectivement, il y a des gens qui disent « mais où sont les pompiers ?» Parce qu'au début, ils ne sont pas en façade, mais ils attaquent par l'endroit le plus aisé pour agir. Le lieutenant Vigée a dû faire face à la virulence des critiques et prouver l'heure d'arrivée des pompiers sur les lieux.
Je suis allé au service des eaux de Paris, où tout simplement ils ont des graphiques qui permettent de voir quel est le débit seconde par seconde, minute par minute. Et donc sur le graphique, on voit très bien que 6 ou 7 minutes après le premier appel pour l'incendie, eh bien, il y a une augmentation énorme en ce lieu-là du débit de l'eau. Ce qui prouve bien que les pompiers avaient mis en action leur lance 6 ou 7 minutes après, ce qui est vraiment très rapide. 252 sapeurs manœuvrent alors 6 lances à grande puissance, 26 grosses lances et 4 petites. Il y avait 2 types d'attaques, une grosse attaque massive avec des moyens importants, au sol ou depuis les grandes échelles, et dans l'immeuble où les propagations étaient en train de se faire, vraiment un travail de couturière, on va dire, où on avance coup par coup et on fait du travail très fin pour bloquer le feu au plus court, au plus simple. Marcel Bleustein-Blanchet est le fondateur du groupe Publicis, Empire de la communication. Il a raconté, quelques années après ce jour où il a failli tout perdre. S'il y avait eu du vent, ce jour-là, tous les Champs-Élysées flambaient. Tellement ça avait pris de proportion, car ça démarrait, et s'il y avait eu un peu de vent, ça allait de maison en maison. Les 2 maisons à côté ont été atteintes, on sont reconstruites maintenant. On commençait à voir des fenêtres s'embraser dans les immeubles contigus. Et je me souviens avoir entendu des journalistes dire « mais le feu va descendre jusqu'au rond-point des Champs-Élysées, comme ça, ils n'arrivent pas à l'arrêter ». Et en réalité, on s'est aperçu après, en rentrant dans les lieux, que tous les étages où le feu s'était propagé dans les immeubles contigus étaient des étages où Publicis avait percé les murs mitoyens entre immeubles pour faire communiquer leurs bureaux. Donc là, c'était un paramètre que les pompiers ne pouvaient pas connaître au début. Le feu partait partout, jusqu'au salon de la Rotonde au sommet, qui était le salon de Bleustein-Blanchet, qui trépignait dans la rue en disant « il faut sauver mon bureau ». Ce n'était pas la priorité des pompiers. Il y avait cette femme à l'étage qui commençait à être prise par la fumée, et puis des gens en bas qui levaient les bras en lui disant « sautez, sautez ». Et moi, j'espérais qu'elle ne saute pas parce que j'étais en train de rembobiner mon film. J'ai mis un autre film, et puis au moment où je suis arrivé, c'était l'instant, elle saute, pan, une image. L'incendie ne fera par miracle qu'une seule victime, une caissière qui, après l'évacuation, avait voulu rentrer pour récupérer son sac. L'immeuble, lui, est totalement détruit. On évaluera alors les dégâts matériels à plus de 10 milliards d'anciens francs. À la fin de l'incendie, on n'avait plus que la façade de pierre qui tenait seule en équilibre, alors que derrière, tout l'immeuble s'était écroulé. Il y a les symboles et les lieux de notre quotidien. Quelques mois après l'incendie des Champs-Élysées, un feu de poubelle dans un collège va se transformer en drame et remettre en cause tout un système. Ce gosse, il a mis le feu. C'est épouvantable, ok, mais il a mis le feu à une boîte d'allumettes. Et cette boîte d'allumettes a été construite par des gens qui avaient pour mission de construire des écoles. Le problème de Payron n'est pas lié à l'intervention des pompiers, il est lié à quasiment un problème de société. Les années 60, c'est l'explosion démographique. L'enseignement se démocratise et on allonge la durée de la scolarité obligatoire. Mais la France manque d'établissements scolaires. L'Éducation nationale lance alors un grand programme. Plus de 1000 collèges sont construits en France sur le modèle du préfabriqué. Dans le 19e arrondissement de Paris, le CES Payron sort de terre en quelques mois, sans qu'aucun permis de construire ne soit établi. C'est un établissement qui accueille pourtant 900 enfants par jour.
Il est 19h ce 6 février, l'heure du cours de solfège. Robert et sa sœur Eliane se rendent au collège Édouard Payron. 4 professeurs et plus de 40 élèves sont répartis dans 4 salles du bâtiment. On avait commencé le cours. À un moment, je demandais au professeur si je pouvais m'absenter pour aller au petit coin. Et en sortant de la classe, j'ai vu de la fumée monter de la cage d'escalier. J'ai eu un petit peu peur. Je suis rentré dans la classe et j'ai prévenu le professeur qu'il y avait de la fumée. Comme j'étais le plus grand, le plus âgé, j'avais 16 ans à l'époque, elle m'avait demandé de rester en queue de classe et de regrouper tous les retardataires et de les prendre sous ma coupe. Elle s'est avancée dans les escaliers avec le premier groupe d'élèves. Moi, j'étais derrière et j'ai rassemblé les élèves qui restaient et on a essayé de s'engouffrer et on n'a pas pu, devant l'épaisse fumée et la chaleur, on n'a pas pu, on a reculé. Alain Malaval est un jeune papa. Il arrive en avance devant le collège pour récupérer Nadine, sa fille de 10 ans. Quand je suis arrivé au carrefour, j'ai vu un truc absolument énorme. J'ai vu un truc en feu. Et là, pour moi, ça a été un choc épouvantable. Il y avait un bâtiment qui commençait à tomber, et il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas de flics, enfin, il n'y avait rien. Sa fille Nadine est restée avec le grand Robert. Tandis qu'Eliane, la sœur de Robert, est descendue avec la maîtresse et le premier groupe d'enfants. Ils vont tenter de quitter le bâtiment malgré les flammes. Lorsque Robert se rend compte qu'ils ne peuvent pas les suivre, il emmène les enfants dans une autre classe au bout du couloir, là où se trouve un autre professeur et une dizaine d'élèves. On pensait être en sécurité ici, la fumée était de plus en plus intense, de plus en plus noire, et on commençait à tousser, à suffoquer, on commençait à s'écrouler même par terre. Je suis tombé sur le sol, ne pouvant plus respirer. Il est 19h45, plusieurs minutes après le début de l'incendie, les pompiers reçoivent enfin un premier appel. Ils sont sur place 2 minutes plus tard et tentent en vain de rentrer dans le bâtiment en feu. Je me rappelle, leur premier mouvement, ça a été une stupeur extraordinaire. Un bâtiment était en train de tomber, commençait à s'écrouler, toute la partie qui était côté mairie tombait. Je n'ai rien entendu, ni bruit, ni écroulement de bâtiments, rien du tout, ni de cris. Simplement une épaisse fumée et les enfants qui étaient avec moi qui étaient paniqués, les pauvres, qui pleuraient. Et après, là, on a entendu un gros éclat de verre, un appel d'air est rentré. Le professeur est parvenu à casser la fenêtre. Un par un, les enfants sortent et se réfugient sur la terrasse au-dessus de l'entrée. Avec les pompiers, on est monté sur le toit. Et là, on a monté l'échelle du garage, hop, et de l'échelle du garage, on a commencé à sortir les enfants. J'ai à peine reconnu ma fille. Elle est sortie l'avant-dernière de l'incendie. Je l'ai à peine reconnue. Et elle a... Quand elle est arrivée, j'ai vu que les enfants toussaient. Il y avait beaucoup de policiers, il y avait beaucoup de pompiers, il y avait beaucoup de camions de pompiers. Il y avait des lance-incendies qui étaient un peu partout, c'était mouillé. Il y avait une odeur de fumée très très intense qui se dégageait. Il y avait un flic qui m'a dit il faudrait les amener à l'hôpital et on a mis 5-6 enfants dans le car de police et le policier m'a dit on va à Saint-Louis. Et j'avoue que j'ai pas pris les noms des enfants qui partaient. Raoul Viget, qui est chargé des relations publiques de la brigade, est appelé sur l'intervention. Il sera bientôt rejoint par le général Ferroge. Car les pompiers vont bientôt réaliser qu'ils sont en train de vivre un drame national qui fera la une de toute la presse le lendemain matin.
Quand j'arrive, ça brûle et je vais tout de suite, comme d'habitude, voir le premier chef de garde qui est arrivé sur place pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il me rassure, il me dit voilà, ça brûle bien, on va maîtriser le feu, et puis le prof et les élèves sont sortis. Et personne ne l'informe, puisque moi il ne m'a rien dit, qu'il y avait éventuellement encore d'autres enfants à l'intérieur. Moi, en tous les cas, j'ai perçu quelque chose au moment où j'ai vu des parents qui attendaient encore. Qu'est-ce que ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? S'ils attendent, c'est... Puis ce n'est que par après, lorsqu'on a pu pénétrer réellement dans le bâtiment vers la cour intérieure, qu'on a découvert l'horreur. Tout le monde croyait les enfants sains et saufs. Les 16 qui étaient parvenus à s'engouffrer dans l'escalier sont retrouvés sous les décombres du préau couvert, autour de leur professeur. J'étais à ce moment-là avec le général, et tout de suite on va tous les deux, on va vérifier. Et donc on passe dans des décombres, on passe encore dans... On ne voit pas grand-chose, hein. Et on doit faire, je ne sais pas moi, 20 mètres, pas plus. Et puis d'un coup, on arrive sur cet espace effondré intérieur, et là on voit un premier corps qui dépasse des poutres, un deuxième, puis on se rend compte de l'immensité du drame. Et puis on ressort. Moi, je vais vers la presse et puis je m'aperçois que le général est extrêmement troublé et disparaît pendant 10 minutes pour reprendre ses esprits parce qu'à mon avis, il était extrêmement choqué. Le moment le plus dur était là, d'aller voir les parents, puisque les parents étaient attroupés à l'extérieur. Et parmi les parents, il y en a qui me demandaient, vous n'avez pas vu un petit avec un pull bleu, un pull jaune, un pull rouge? Et alors effectivement, dans les décombres, on devinait éventuellement quelques couleurs de vêtements de ce type. C'est la confusion. Personne n'informe les parents présents du nom des enfants sauvés et de ceux qui ne le sont pas. Je ne sais même pas dans quel hôpital je suis allé. Et je sais que mon père m'a raconté après qu'il a fait la tournée des hôpitaux pour essayer de nous trouver, pour essayer de nous récupérer. Il m'a trouvé dans un hôpital. Je pense qu'on a dû lui donner la liste des hôpitaux. Et j'ai su que le lendemain, que ma sœur n'a pas pu se sauver. Je n'ai plus jamais reparlé. C'est la première fois que j'en reparle, je dirais, à cœur ouvert comme ça. J'ai toujours voulu éluder le problème. Les informations vont se contredire jusque tard dans la soirée. Croyant leurs enfants encore vivants, certains parents passeront la nuit à courir les hôpitaux de Paris. Quand on dit à des gens, à minuit, votre enfant est dans un hôpital de Paris, pour moi, je suis désolé, je vomis. Je vomis. C'est pas humain. Les pompiers, eux, nous ont aidés. Ils savaient qu'on voulait comprendre ce qui s'était passé et qu'on irait plus loin. Le reste de l'administration, on peut avoir une seule chose, pleurez vos enfants et foutez-nous la paix. Et c'est là où on s'est pris, nous, le problème de la construction des écoles. On s'est dit, c'est quand même notre problème. Il y a 20 victimes à Pailleron. Bon, c'est notre problème. Et c'est devenu notre problème. Ce film a été conçu et réalisé par l'Association des familles des victimes du CES Pailleron à partir des documents et des témoignages qu'elle a recueillis. Confronté à la douleur des proches, le juge chargé de l'enquête sur l'incendie autorise les parents à se rendre dans les décombres de l'établissement. Ils réalisent alors un film qui fera le tour des collèges préfabriqués de France. La structure du bâtiment était réalisée par des poutrelles d'acier qui n'étaient protégées par des panneaux d'amiante que dans les parties visibles. Le vide au niveau des faux plafonds était continu sur toute la dalle. C'est ce qui explique la propagation de l'incendie. Alors qu'on dit bien que lorsqu'il y a une cloison, elle doit monter au niveau de la dalle béton et non pas au niveau du faux plafond. À Pailleron, ça s'arrêtait au niveau du faux plafond. Comme ça, c'était moins cher. On gagnait des petits fifrelins. On gagnait des petits fifrelins qui ont fait que le bâtiment est tombé en 20 minutes. C'est après que j'ai eu le flash de me dire, mais
c'est drôle. Moi, ce que j'ai trouvé drôle dès le départ, c'est qu'il n'y avait pas de... Je n'ai vu personne avec un plan. Et après, les discussions que j'ai eues m'ont montré que, effectivement, le soir de Pailleron, une école n'était pas considérée comme un établissement recevant du public. Les pompiers n'avaient donc de plan ni du CES, ni des bouches d'incendie qui l'entouraient. Ils n'ont pas pu, je pense, faire le travail qu'ils auraient fait s'ils avaient eu des plans, c'est clair. Et ça, c'était un simple texte de loi qui était là-dedans. L'association des victimes de l'incendie du CES Pailleron fait condamner de hauts responsables de l'éducation nationale et fait changer la loi. Les écoles sont aujourd'hui soumises aux mêmes règles que les établissements recevant du public. Et les pompiers en détiennent les plans. De tels drames sont malheureusement souvent nécessaires pour soulever des responsabilités, rendre notre vie quotidienne plus sûre. Grâce à ces drames et au combat de ceux qui les vivent, les législations évoluent. Des batailles judiciaires, les familles victimes du crash du Concorde en ont aussi eu à mener. Voilà un procès qui s'achève enfin, une vérité qui arrive enfin. La justice se prononce enfin sur ce crash du Concorde. 12 années de procédure pour comprendre la chute d'un mythe. Un avion supersonique à la silhouette imprimée dans notre inconscient collectif. Une prouesse technique qui, pendant plus de 20 ans, a rallié Paris à New York en 3h45 minutes. Je ne peux pas parler du Concorde sans être profondément ému. C'est un avion mythique, hein. On n'aurait jamais imaginé qu'un avion de cette qualité soit accidenté un jour. On a l'habitude de le voir décoller, c'était toujours très agréable. Ce 25 juillet, un Boeing vient de perdre au décollage une pièce métallique d'environ 40 cm de long. Juste après, à 16h42, le Concorde s'élance sur la piste direction New York. À pleine vitesse, roulant sur cette pièce métallique, un pneu du Concorde éclate et un débris provoque l'explosion du réservoir. Une fois dans les airs, le pilote comprend qu'il ne terminera pas son vol. Il va essayer pendant 2 longues minutes de tout faire pour limiter le nombre de victimes en cherchant à crasher son avion loin des zones d'habitation. Il finit par s'écraser sur l'un des 2 hôtels de la Patte d'Oie de Gonesse. 100 passagers et 9 membres d'équipage meurent sur le coup. J'étais de garde de directeur des secours médicaux et je suis prévenu par téléphone. On me parle d'une chute d'avion du Concorde. Bon, très honnêtement, j'ai cru que c'était une blague parce que 5 jours plus tard, je quittais la brigade. Et en fait, je regardais en même temps à la fenêtre de mon bureau et j'ai eu une énorme colonne de fumée. Patrick Tess est le patron de l'autre hôtel de la Patte d'Oie de Gonesse. Il fait sa comptabilité lorsqu'un bruit inhabituel lui fait lever la tête. Ce jour-là, d'abord, il n'était pas du tout dans sa trajectoire habituelle. Il arrivait face à moi, il était en flammes, et j'ai tout compris qu'il allait se cracher. Et j'ai même pensé que j'allais être impliqué dans le crash parce que, vu sa trajectoire, je me suis dit il va s'impacter sur le bâtiment. Là. Donc,
J'ai paniqué, j'étais au téléphone. J'ai lâché le téléphone en criant « Le Concorde me tombe dessus ». J'ai fait 3 pas et il y a eu une explosion terrible. J'ai donné des ordres, prends l'extincteur, prends le tuyau d'arrosage, enfin bon. Et puis, le tuyau d'arrosage, de toute façon, n'était pas assez long. L'instincteur était ridicule par rapport aux flammes, donc on a tout posé et on a essayé de sauver les voitures qui étaient garées là, parce que les voitures étaient léchées par le feu. Et derrière les voitures, il y a la réserve de gaz de l'hôtel. Alors là, j'ai aussi paniqué un peu pour mon établissement. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que mon voisin était dans les flammes, quoi. Il m'a fallu de longues minutes avant de comprendre que c'était sur l'hôtel que le Concorde était tombé. Les pompiers du Val d'Oise et ceux de Roissy, arrivés les premiers sur le lieu du crash, s'attaquent à l'incendie provoqué par le kérosène. Ils vont être rejoints par les hommes de la brigade appelés en renfort. Marc Target est de permanence au centre de secours de Montreuil. La surface impliquée au sol était très petite, ce qui prouve vraiment que l'avion est arrivé avec une faible vitesse, qui est tombé de toute sa hauteur. Il n'a pas glissé sur le sol, il a vraiment percuté cet hôtel et est resté dans l'environnement immédiat de l'hôtel. En faisant le tour du feu, on découvre énormément de débris très reconnaissables, comme le train d'atterrissage, les roues qui sont en train de brûler. On aperçoit des victimes qui sont, alors soit à l'avant de l'avion, c'est des victimes démembrées, qui n'ont pas été touchées par le feu. Et à l'arrière de l'avion, les victimes sont touchées par le feu. Très vite, j'ai compris que la situation était dramatique. Parce que lorsqu'on arrive sur des accidents avec de nombreuses victimes, on remarque une agitation. Les personnels courent avec leurs sacs, ils sont extrêmement actifs. Et là, je suis arrivé sur une zone où les secours étaient là, mais personne ne s'agitait, personne ne courait. En une fraction de seconde, je dirais, bien compris qu'il y aurait très très peu de survivants à cet accident. Tu fais toute cette partie-là en périmètre, d'accord? Vraiment à la périphérie, et Aulnay à l'autre partie. Comme ça, le sens est comme ça. On fait à nous à droite et à gauche. Voilà, exactement. À partir du camion. Les ordres, c'était d'identifier chaque victime trouvée sur la surface impliquée, avec un cône de Lubeck, vous savez, ces cônes en caoutchouc orange et fluo. Ça permettait d'identifier assez rapidement, pour les éléments d'enquête, l'emplacement de chaque victime. Malgré tout, le pompier n'a pas l'habitude de voir des gens abîmés, comme on a pu le voir vers le nez de l'avion. Ça reste un souvenir fort de ma carrière. Les pompiers vont devoir travailler de longues heures dans les décombres, et certaines images resteront gravées dans leur mémoire. La grosse inconnue, c'était le nombre de personnes au sol, notamment dans cet hôtel. La brigade a envoyé tous ses moyens médicaux disponibles, les SAMU aussi, et il est vrai qu'on est arrivé à être à peu près une vingtaine d'équipes médicales s'étant présentées sur les lieux, parce que, évidemment, on avait espoir de prendre en charge les victimes. Il y a eu 3 survivants qui étaient dans l'hôtel. Madame Fruchteau, qui a été blessée, brûlée, un petit réceptionniste qui était en stage, et une guide d'un hôtel, une guide d'un groupe qui devait arriver quelques heures après. Ils étaient tous les 3 en façade, côté national. Et c'est la seule partie du bâtiment qui n'a pas été touchée immédiatement. Eux, c'est vraiment 3 miraculés. 40 mètres plus loin, le relais bleu de Patrick Tess a reçu des projections.
Mais il tient encore debout. Les pompiers y installent le poste médical avancé. Ce sont en fait les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel tout à fait proche qui ont été blessées par les projections de l'avion qui a explosé en tombant. On a eu une petite dizaine de victimes assez légères. Et puis on a pris en charge, évidemment, avec nos équipes de psychologues, les clients de l'hôtel. Et ensuite, on s'est occupé de la surveillance professionnelle des pompiers. Et pourquoi? Parce que le Concorde, c'est un avion qui contenait de l'amiante. L'amiante entraîne des maladies respiratoires extrêmement graves. Et il était de mon devoir, en tant que médecin des sapeurs-pompiers, de m'assurer des bonnes conditions d'intervention du sapeur-pompier. Donc, le port de tout appareil respiratoire chez les intervenants. Jean-Claude Guessot est à l'époque ministre des Transports. Lui et Lionel Jospin, le Premier ministre, sont alertés par le président d'Air France. Il se rend compte très vite qu'il va devoir prendre une décision inattendue. Avec cette vision sous les yeux, avec cette idée que je me faisais de cet avion, j'étais à la fois dans la douleur de cette catastrophe et de ces humains. Je pensais à leurs proches et en même temps dans la décision, je ne peux pas laisser décoller les Concordes tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. Une enquête est ouverte. Les équipes de la gendarmerie du transport aérien ramassent méticuleusement des milliers de débris d'avions. L'incendie, lui, a été arrêté dans la nuit, mais après, il y a eu les recherches sur le terrain même, à l'intérieur du bâtiment, enfin des ruines du bâtiment, etc. etc. Donc, ils sont restés pratiquement 3 semaines. On n'oublie jamais une intervention de cet ordre. Et souvent, je repense au Concorde et à ce commandant de bord et son équipe. Un des pilotes, Jean Marco, je l'ai su que quelques heures plus tard, même tard dans la nuit. C'était un ami à moi. Et c'était un ami qui était passionné du Concorde. Il préférait rester copilote sur le Concorde que pilote à part entière de long courrier pour pouvoir rester sur le Concorde. En 2003, ils ont décidé l'arrêt, mais pas pour des raisons de sécurité. Ils ont décidé l'arrêt pour des raisons uniquement commerciales. Les compagnies qui l'exploitaient ont annoncé que le Concorde n'était plus rentable. 15 000 admirateurs sont à Roissy le 31 mai 2003 pour son dernier atterrissage. À l'orée des années 2000, le trafic aérien est en constante augmentation. 50 millions de voyageurs passent chaque année par Roissy. Alors, pour pouvoir rivaliser avec les plus grands aéroports européens, il s'offre un nouveau terminal pour 750 millions d'euros. Le terminal 2E ouvre en juin 2003. Moins d'un an plus tard, un appel atterrit au centre opérationnel de la brigade. On arrive. Il est assez tôt le matin, et mon sous-officier me rend compte qu'une passerelle s'est effondrée. Donc une passerelle d'aéroport, je relativise tout de même l'incident. Les renseignements s'améliorent, s'affinent, et je me rends compte que ce n'est pas une simple passerelle qui dessert un avion qui s'est effondré, mais carrément une plateforme d'aéroport. Ce dimanche matin, à 6h57, une partie de la voûte du tout nouveau terminal a cédé. Plusieurs tonnes de béton et de verre se sont effondrées sur la salle d'embarquement. Alors c'est sûr, quand on arrive, on est un peu surpris par le spectacle. On est confronté à ce trou gigantesque et on s'aperçoit que toute la structure, tous les planchers sont effondrés et se trouvent sur les pistes.
C'est une sorte de millefeuille en béton qui s'est affaissé et qui est tombé d'une vingtaine de mètres. A priori, une suspicion de victime qui serait restée à l'intérieur. Les équipes cynophiles s'engagent dans les décombres pour les premières reconnaissances. Les renseignements sont difficiles à obtenir. Ils n'ont pas d'idée précise du nombre de personnes qu'ils peuvent trouver. Doucement, doucement. Ça. Voilà, très bien. Bouge pas. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Nous avons tout de suite engagé nos chiens de recherche et nous avons quadrillé en fait tout le chantier, je dirais, de l'effondrement à la recherche de ces victimes. Les chiens localisent quelques survivants, dont une personne, miraculeusement indemne, qui a glissé sur une plaque de béton d'environ 25 mètres. Patrice Merlin et son équipe lui portent secours. C'était une personne américaine d'origine égyptienne. Elle était prostrée sur elle-même et ne pouvait plus bouger. Elle n'a même pas répondu à nos appels lorsque nous avons essayé de déceler s'il y avait quelqu'un sous les décombres. Nous avons pu l'extirper des décombres. Elle était blessée au genou, une légère blessure, une légère plaie suturable. Car heureusement, la plupart des voyageurs ce matin-là a pu compter sur la présence d'esprit de 3 fonctionnaires de la police aux frontières. Voyant des fissures dans l'un des murs, ils ont fait évacuer 80 personnes. Juste avant que la voûte ne s'effondre. Nous avons quand même sorti 3 personnes bloquées dans les structures. Une fois qu'on avait extrait les victimes de surface qui étaient légèrement blessées, on s'est concentré après sur la recherche de victimes ensevelies dont on savait parfaitement, vu l'effondrement type millefeuille de la structure, que ces gens avaient quand même très peu de chances d'être vivants. Nous avions placé un certain nombre de capteurs sur la structure pour en évaluer l'évolution. Ce sont des capteurs sismiques qui sont capables de détecter les mouvements de la dalle. Les pompiers s'engagent en rampant. Ils atteignent les premiers cadavres et des indices pour l'identification des victimes. Mais pour aller plus loin, il va falloir trouver un engin capable de soulever 500 tonnes de béton. Le poids de la structure, même éclatée, était impossible à lever avec des moyens, je dirais, de levage traditionnels. Il nous a fallu recourir à des moyens qui étaient uniques en France, des grues qui étaient capables de soulever des structures de manière à pouvoir nous permettre d'accéder sous la dalle. Une fois qu'on a relevé les plaques, en fin de compte, cette intervention était assez choquante. Une des missions qui nous incombait, c'était d'aller chercher les personnes décédées sous ces plaques. Donc, peu rassurante parce que c'était des grues d'une puissance de 500 tonnes qui soulevaient ces plaques. Et on s'est engagé avec une équipe pour aller chercher ces victimes, qui étaient dans un état exécrable. Certains sapeurs ont quand même travaillé avec des outils, type des outils de chantier, pour pouvoir extraire ces cadavres, ramener des bouts de corps. Au plan psychologique, c'est quand même assez difficile à supporter. Heureusement, c'était des gens entraînés, des gens qui avaient été confrontés à ce type de situation lors d'interventions type tremblement de terre. Donc ça s'est assez bien passé. 4 touristes sont morts dans cet accident. L'importance du volume effondré et les difficultés d'identification des victimes, toutes étrangères, rendront l'intervention exceptionnellement longue. Une année entière, des grues venues du bout de l'Europe et une enquête qui conclura à plusieurs erreurs de conception du terminal. L'opération n'a été déclarée comme terminée par les secours de la brigade que lorsqu'on était sûr qu'il n'y avait plus aucun doute de présence soit d'un sans domicile fixe ou alors d'un clandestin sous la dalle, parce qu'il y avait toujours cette incertitude sur la présence éventuelle de gens qui n'avaient rien à faire dans l'aéroport sous les structures. Donc 1 an pour fermer une opération, je crois que c'est un record.
Les pompiers interviennent lors des événements qui surgissent dans notre quotidien et ils sont parfois d'une extrême violence. Si les fusillades font régulièrement l'actualité aux États-Unis, pour la première fois et en pleine campagne électorale, le débat va s'inviter en France. Ce jour du mois de mars, 37 élus, le maire et ses adjoints participent au conseil municipal de la ville de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Il est 1h10 du matin, seuls quelques citoyens assistent encore aux derniers échanges. Assis parmi eux, Richard Durne se lève et tire en direction des élus. Moi, j'ai reconnu une arme. Certains de mes collègues n'ont pas compris, donc je sais que j'en ai fait basculer un et je me suis couché par terre. Donc il faisait le tour des pupitres et il y a quelqu'un qui a dit « Cachez-vous sous les pupitres ». Tout le monde s'est caché en se disant « Je vais être protégé ». Et cette protection, en fait, s'est retournée, puisque à partir du moment où il a contourné les bureaux, il passait et il les tirait, il n'avait aucune possibilité de résister. Jusqu'au moment où il arrivait à ma portée, à ce moment-là, j'ai vu qu'il changeait sans doute le chargeur de son arme, et donc je me suis décidé en criant, en appelant tout le monde à la rescousse, je me suis décidé à sauter sur lui. Je me souviens même que le copain qui l'a attrapé par derrière m'a dit « Attention, arrête de le taper, tu vas le défigurer ». Et donc c'est vrai, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Tu es en train de lui taper dessus ». Et donc j'ai sans doute eu à ce moment-là un petit temps de recul, et il en a profité pour relever sa main. J'ai reçu comme une espèce de grand coup dans le ventre, ce qui m'a fait reculer. Richard Durne vient de le prendre pour cible. Mais sans porter d'attention à ses blessures, Gérard Perrault-Bezouille se relève et rejoint ses collègues qui tentent de maîtriser le tueur. J'ai vu ce revolver qui avait tué, il a quand même tué 8 copains et puis fait beaucoup de blessés. Donc j'ai ramassé les revolvers et j'avais à l'époque un coffre dans mon bureau et j'étais les mettre dans le coffre. Et puis à ce moment-là, quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui me dit « Mais t'es fou Gérard, arrête de marcher, tu pisses le sang ». Et en fait, j'avais pas vu, j'avais pris une balle dans le ventre, une balle dans le dos. Comme je suis secouriste, moi j'ai commencé à me balader à 4 pattes pour regarder dans quel état étaient mes collègues. Donc il y avait des blessés, il y avait des morts. Puis il y avait des blessés très graves, à l'abdomen en particulier. Donc j'ai commencé à essayer de m'occuper d'un blessé très grave en essayant de me remémorer ce qu'il fallait faire ou pas faire dans ces cas-là. Et en fait, il l'avait désarmé. Il avait enlevé 2 armes, pas 3. Moi, j'étais juste devant, à l'endroit où ils étaient en train de l'immobiliser. Il a sorti une 3e arme et il m'a tiré dessus à bout portant. Je réussis à me glisser hors de la salle et à dévaler des escaliers, et puis je suis parti chercher du secours. Puis jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui m'a arrêté en me disant que je pissais le sang et qui allait me flanquer dans un bureau, par terre, en m'interdisant de bouger. Et est arrivée une meute de gens, d'un coup, portant des tas de sacs, des combinaisons bleu marine et argentées. Et j'ai l'impression de basculer dans un film. C'est pas vrai. Les pompiers ont été prévenus par un élu qui est parvenu à sortir de la mairie. Le chef de garde, Christophe Lemeur, arrive le premier sur les lieux avec 3 de ses collègues. Lorsque je rentre dans la salle du conseil municipal, il y a 8 personnes en arrêt cardio-respiratoire et au total 26 personnes blessées par arme à feu. Un nombre de victimes qui nécessite des moyens importants. L'adjudant-chef Lemeur déclenche tout de suite le plan rouge. 140 sapeurs, mais aussi le SAMU, la Croix-Rouge et la sécurité civile convergent vers la mairie. Jérémy Derbometz est parmi eux. Il a alors 17 ans. Nous sommes prévenus par le cadre de permanence, qui lui a reçu un appel des pompiers de Paris, disant qu'il y avait une intervention particulière en Nanterre et qu'il fallait des secouristes. On ressent une grande appréhension jusqu'au moment où on rentre dans la mairie, où on voit les victimes en train d'être triées, comptabilisées par les équipes médicales. Moi, je rentre dans la salle du conseil municipal et je vois effectivement la première victime, qui était mon professeur à l'époque, et également mon voisin. Pourquoi lui Bon, c'était une personne impliquée dans la ville, hein, mais c'était difficile.
Richard Durn ayant été maîtrisé, les policiers procèdent rapidement à son arrestation. Restent dans la salle du conseil 8 personnes qui sont mortes sur le coup et 19 autres blessées par balle. Des soins doivent leur être portés très rapidement pour ne pas que leur état s'aggrave. Il y avait un premier endroit dans le bureau du maire qui avait été créé pour les blessés. Et donc on a été ensuite pris en charge avec autour du cou un collier avec un numéro d'ordre, avec un premier diagnostic qui avait été fait par le médecin des pompiers. Et moi, on m'a mis une perfusion à ce moment-là. Je me souviens de ce petit secouriste qui me... ça devait être sans doute... c'est un garçon de 17 ou 18 ans. C'était peut-être la première intervention qu'il faisait. Je crois qu'il avait plus peur que moi de ce qui se passait. Il tenait la perfusion au-dessus de moi, à bout de bras. Et puis bon, il me regardait. Moi, j'étais allongé. J'avais ses yeux juste au-dessus de moi. Et j'avais l'impression qu'il avait plus peur que moi. Et petit à petit, son bras baissait. Et à chaque fois que le médecin passait, il lui disait « Plus haut le bras, plus haut le bras !» Il remontait son bras. Il me regardait apeuré. Moi, je lui disais « Tiens le coup !» Il me disait « Tiens le coup !» Et on était un couple. Confrontées à une extrême violence, les personnes présentes lors de l'attentat ont aussi besoin de raconter ce qu'elles ont vu. Jérémy Derbometz a choisi de s'engager très tôt à la sécurité civile pour apporter un soutien psychologique à ses victimes. Nous sommes partis dans la salle des impliqués pour pouvoir écouter, faire notre travail en fait, d'équipier socio-psychologique, d'écouter les récits des personnes, donc que ce soit les élus, les peu de témoins qu'il y avait du public, mais le gros travail d'écoute. J'ai essayé de joindre mes enfants. Je ne pouvais pas tenir le téléphone parce que j'avais des perfusions, des trucs et des machins. Et donc j'avais un petit pompier, je pense que c'était un petit jeune pompier qui me tenait le téléphone à l'oreille et qui pleurait comme une madeleine. Et qui me tenait mon téléphone. Et donc j'ai essayé le numéro successif de téléphone de mes enfants jusqu'à que j'arrive à en réveiller un. Et je lui ai demandé de les réveiller son père et d'aller lui dire que je ne rentrais pas ce soir, que j'avais eu un problème et que je rentrais que demain matin. Et par chance, quand j'ai été évacuée, il y avait une caméra. Et donc, il y a un de mes frères qui a allumé la télé et qui m'a vu passer sur un brancard, donc il savait que j'étais vivante, enfin je veux dire. Parce qu'en fait, les informations sont arrivées très tard sur qui était mort et qui était vivant. Et donc, ça a été quand même très violent pour les familles. Ça sera marqué évacuation. Après, ce que j'ai vu, par contre, c'est l'efficacité des secours. Il n'y a pas eu de blessés qui sont morts ensuite. Donc, la répartition a été bien faite en fonction des spécialités des hôpitaux, en fonction de la nature des blessures, en fonction de la gravité. Moi, je dirais bravo sans faute, quoi. Pour certains, ce sont de longs mois de rééducation qui commencent. Et chacun reste avec les questions sur le rôle que Richard Durn lui a fait jouer ce soir-là. Je pense que j'ai continué de délirer quand j'ai été endormi avec les médicaments. J'ai continué pas mal de délirer le matin. Je continuais de me battre dans le lit. J'avais un peu tout oublié. L'infirmière me disait « Mais ça y est, c'est fini, vous êtes à l'hôpital, c'est fini, c'est fini ». J'ai mis beaucoup de temps à dépasser cette question de la violence, de la maîtrise de la violence. C'est quand même particulier de taper sur quelqu'un. Hein. Je suis pas policier, je suis pas soldat, je suis pas habitué à ça. Je suis un homme ordinaire. Et puis j'ai été confronté à des événements extraordinaires et j'ai essayé d'y faire face. Pour moi, ce qui est prodigieux, c'est le fait que tous les gens ont essayé de faire quelque chose. Alors que tout ça, c'est des gens qui sont tout sauf des héros. Enfin, je veux dire, c'est des gens comme vous et moi, c'est des instituts, des profs, des comptables, voilà, pas des gens du tout qui ont la vocation à se retrouver au milieu d'un carnage pareil. Ce sont des citoyens interrompus dans leur vie quotidienne, blessés ou morts dans un lieu public, un lieu dans lequel ils se sentaient protégés. De tels drames ont poussé la brigade à travailler sur le contrôle et la sécurité des bâtiments publics.
Je suis l'adjudant-chef Lemeur, Christophe, et j'ai 20 ans de service à la brigade. Marc Target, 32 ans de service, capitaine. Laurent Domanski, médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Merlin Patrice, lieutenant, 25 ans de service.